مستهدفة وراهم كثير متجندين وأدوا ربما حتى القسم في بعضهم بعض أن الجزائر ما توصلش ل 2027 لأن لو وصلت ل 2027 خلاص أعطت نفسها مناعة. Écoutez bien, parce que ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire économique. C'est une épopée, celle d'un peuple qui a refusé de plier, d'une nation qui s'est relevée seule, fièrement, sans dette, sans maître. L'Algérie, cette terre de feu et de courage, est en train de réécrire son destin. 2027, une année qui ne sera pas comme les autres. Ce n'est plus un rêve, c'est une promesse tenue. Une promesse d'honneur, de grandeur, de renaissance. Le monde observe. Surpris, la presse internationale parle de miracle. Poutine applaudit, Macron regrette. Et l'Algérie avance, imperturbable, vers sa gloire. Oui, la gloire, celle d'un pays qui transforme le sable en acier. Le soleil en énergie et la volonté en puissance. Ce n'est plus l'Algérie d'hier. C'est une nouvelle Algérie, numérique, industrielle, souveraine. Alors, asseyez-vous, respirez, parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment un pays qu'on croyait dépendant est devenu une puissance que plus personne ne peut ignorer. 2027, c'est demain, ou presque. L'Algérie nous promet une renaissance économique, rien de moins. Le discours est là, les chiffres sont brandis, on entend parler de miracle, Poutine semble approuver, l'Europe s'interroge. Alors on est face à quoi? Une vraie refondation stratégique ou une opération de com politique particulièrement bien ficelée? Ah, la communication, elle est là, c'est sûr. Mais attention, elle s'appuie quand même sur des éléments tangibles, et sur une orientation politique qui s'affirme depuis quelques années. Il y a une volonté de projeter cette image de puissance retrouvée, de souveraineté réaffirmée, c'est clair. Mais bon, au-delà des slogans, la vraie question, c'est est-ce que la structure profonde de l'économie, de l'État algérien, est vraiment en train de changer? Alors oui, décortiquons ensemble cette stratégie pour 2027, pour voir ce qu'il y a dedans, et peut-être ce qu'il n'est pas dit aussi. Commençons par l'affichage, justement. Ce fameux classement économique. L'Algérie, 3e économie d'Afrique en 2024. Ça a fait les gros titres. Effectivement, c'est un point de départ factuel qu'on met souvent en avant. D'après les données qui circulent, y compris celles de la Banque mondiale, même si les relations ne sont pas toujours simples, le PIB algérien aurait atteint 267 milliards de dollars en 2024. 267 milliards. Oui. Et ça place le pays devant le Nigeria, ce qui n'est pas rien, et juste derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est un symbole fort, oui, incontestablement. Un symbole puissant. D'accord. Mais est-ce qu'il ne cache pas une réalité un peu moins reluisante? Ces 267 milliards, ils viennent d'où, au fond? On parle toujours de revenus énormes et des hydrocarbures. Plus de 77 milliards de dollars par an, selon les estimations. Est-ce qu'on ne prend pas juste une photo, là, à un moment où les prix du gaz et du pétrole sont très hauts, pour crier à la renaissance? Le cœur du réacteur, la fameuse rente, il est toujours au même endroit, non? C'est la critique principale, et elle est légitime. La dépendance aux hydrocarbures, elle reste massive, structurelle. Personne à Alger ne le nie vraiment, d'ailleurs. La stratégie officielle, telle qu'elle est présentée en tout cas, elle assume cette dépendance. Mais comme un moyen, pas une fin. Un moyen. Oui, l'idée, c'est d'utiliser cette manne financière qui est gonflée, c'est vrai, par la conjoncture internationale, la demande européenne après la crise ukrainienne, pour financer une double transition. Une double transition, c'est-à-dire? D'un côté, moderniser le secteur énergétique lui-même. On parle de près de 50 milliards de dollars d'investissement pour augmenter la production, l'exploration et surtout le transport. Il s'agit de consolider la place de l'Algérie comme fournisseur de gaz clé pour l'Europe. Via les gazoducs existants, j'imagine. Medgaz, Transmed. Exactement. Medgaz vers l'Espagne, Transmed vers l'Italie. Et peut-être de nouveaux projets. On reparle même du gazoduc transsaharien vers l'Afrique subsaharienne. C'est une réelle politique énergétique assumée. D'accord. Donc, d'abord, on sécurise la rente. Logique. Et l'autre volet de cette transition, la fameuse diversification, celle dont on parle depuis des décennies? C'est ça, le second volet. Et c'est le plus compliqué, évidemment. Utiliser les revenus d'aujourd'hui pour bâtir, enfin, une économie qui ne dépende plus que des hydrocarbures.
Les secteurs mis en avant, l'industrie, on va y revenir, avec la transformation minière, la construction, les infrastructures et puis l'agriculture, surtout l'agriculture saharienne pour la sécurité alimentaire. Et le cap de 2027, il est présenté comme ça, une échéance où cette diversification commencerait à donner des résultats visibles, à réduire la part des hydrocarbures dans le PIB, dans les exports. Mais bon, le chemin est encore long et plein d'obstacles. Et pour mener ça, Alger affiche une doctrine économique particulière, on peut dire. Cette insistance quasi dogmatique sur une croissance sans dettes extérieures. Une renaissance propre, financée uniquement sur fonds nationaux. Le président Tebboune le martèle. N'est-ce pas une posture idéologique? Un orgueil national qui risque de coûter cher? Est-ce qu'on peut sérieusement transformer une économie aussi dépendante sans faire appel aux capitaux étrangers, aux investissements directs, même aux prêts avantageux pour les grosses infrastructures? On se coupe d'un levier essentiel, non? C'est un choix politique très fort, qui s'ancre profondément dans l'histoire algérienne, l'histoire post-indépendance, et surtout il faut comprendre le traumatisme de la crise de la dette des années 80-90. Le rééchelonnement du FMI à l'époque, ça a été vécu comme une humiliation nationale, une perte de souveraineté. Donc refuser l'endettement extérieur aujourd'hui, c'est présenté comme la garantie ultime de l'indépendance, ne pas dépendre des conditions du FMI, de la Banque mondiale. C'est un principe cardinal. C'est cohérent avec le discours sur la souveraineté en tout cas. Une souveraineté qui pourrait devenir une sorte de cage dorée si les revenus propres chutaient. Est-ce que c'est tenable à moyen terme, cette stratégie? Surtout si les prix de l'énergie baissent ou si les projets de diversification, s'ils patinent. C'est toute la question de la soutenabilité. Ça repose sur un pari risqué. Premièrement, que les revenus des hydrocarbures restent assez hauts, assez stables et assez longtemps pour financer la transition. Et deuxièmement, que les investissements dans la diversification soient non seulement massifs, mais surtout... efficaces, le mot-clé. Exactement. L'efficacité de la dépense publique, la capacité à faire aboutir les projets dans les temps, dans les budgets, ce sont des défis énormes en Algérie. Il y a des lourdeurs administratives qui persistent, des questions de gouvernance. Le risque, il est double. Soit sous-investir parce que la rente baisse, soit mal investir, gaspiller cette manne à cause d'une mauvaise exécution. Et le fait de ne pas avoir de financement extérieur, ça réduit aussi la pression pour faire certaines réformes structurelles peut-être. Ce qui nous amène tout droit à la question de l'efficacité de l'État. On entend beaucoup parler de transformation numérique, un remède miracle apparemment. Haut commissariat à la numérisation, digitalisation des impôts, des douanes, suivi budgétaire en temps réel. Est-ce que ce n'est pas juste la modernisation classique, un peu de cosmétique que tous les gouvernements annoncent? Ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de s'attaquer aux racines du mal, la bureaucratie qui paralyse tout, la corruption qui est endémique? L'intention affichée, en tout cas, va au-delà du simple vernis technologique. La numérisation est vraiment présentée comme un levier essentiel pour, justement, fluidifier les procédures, réduire ces goulots d'étranglement administratifs qui découragent l'initiative privée, et surtout pour accroître la transparence, pour lutter contre la corruption. L'idée, c'est de rendre les circuits de décision, les flux financiers plus traçables. D'accord. On parle de plateformes pour suivre les marchés publics. Le renforcement de la cybersécurité, c'est lié aussi, protéger ces nouvelles infrastructures numériques, les données de l'État. Sur le papier, c'est toujours séduisant ces choses-là. Mais entre l'annonce et la mise en œuvre, il y a souvent un monde. Surtout quand on touche à des rentes de situation bien établies, parfois au sein même de l'appareil d'État. Est-ce qu'on voit déjà des résultats concrets de cette numérisation? Une amélioration pour les citoyens, les entreprises? Ou on en est encore au projet pilote, aux déclarations d'intention? Il est sans doute un peu tôt pour faire un bilan définitif. Des initiatives sont lancées, oui, mais leur déploiement à grande échelle, leur impact réel sur l'efficacité, sur la corruption, ça reste à évaluer sur la durée. C'est un processus long, complexe, qui se heurte forcément à des résistances. C'est inévitable. Mais c'est présenté comme un pilier indissociable de la stratégie économique. Pour que la diversification réussisse, il faut un environnement des affaires plus sain, une administration plus réactive. C'est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Et l'accent mis sur le financement national rend l'optimisation de la gestion interne encore plus cruciale, forcément. Venons-en aux projets concrets. Ceux qui sont censés incarner cette diversification industrielle, cette montée en gamme. Le secteur minier revient souvent. Surtout ce fameux gisement de fer de Garadjébilet, dans le sud-ouest.
Oui, Garadje Millet, c'est emblématique de cette nouvelle ambition. C'est un gisement gigantesque, connu depuis très longtemps, mais son exploitation était freinée par des défis techniques, logistiques énormes, et aussi par sa localisation dans une zone sensible près de la frontière marocaine. Le projet actuel, il est mené en partenariat avec des entreprises chinoises et il vise pas seulement l'extraction du minerai de fer, surtout il vise sa transformation sur place. Transformation en quoi exactement ? Et comment on sort tout ça d'une région aussi enclavée ? L'objectif, c'est de produire de l'acier, des produits semi-finis, mais aussi des produits finis, comme des rails, et ça c'est crucial pour développer le réseau ferroviaire algérien, y compris une ligne pour désenclaver le gisement lui-même. Ah oui, d'accord. Mais aussi des profilés métalliques pour la construction, peut-être même des composants pour l'industrie. L'idée, c'est vraiment de capter la valeur ajoutée localement, de ne plus être juste un exportateur de matières brutes. Ça, c'est un changement de paradigme par rapport au passé. Et ça implique évidemment de construire des infrastructures très lourdes, la ligne de chemin de fer vers le nord, mais aussi sans doute des capacités énergétiques dédiées sur place. Un projet pharaonique, le mot n'est pas trop fort, mais n'y a-t-il pas le risque de recréer ces fameuses cathédrales dans le désert, des complexes industriels énormes, très coûteux, un peu déconnectés du reste de l'économie, et surtout ultra dépendants de la technologie et des financements d'un seul partenaire, là en l'occurrence la Chine. On parle de remplacer la dépendance aux hydrocarbures par une dépendance géostratégique, technologique envers Pékin. C'est vraiment ça la souveraineté retrouvée ? Ce sont des questions tout à fait légitimes et des risques réels, oui. La viabilité économique à long terme de projets aussi isolés, c'est un vrai défi. Les autorités algériennes, elles, affirment vouloir créer des écosystèmes intégrés. Garadje Millet doit être connecté au réseau ferré, mais aussi à terme au port, pour exporter les produits finis. Le développement du complexe industriel et portuaire d'Oran, avec le port en eau profonde de Béchoua, ça vise justement ça, doubler les capacités d'exportation hors hydrocarbures. Il y a une volonté affichée de mailler le territoire, de connecter ces nouveaux pôles. Quant à la dépendance chinoise, c'est un sujet géopolitique majeur et pas seulement pour l'Algérie. Alger semble vouloir jouer sur plusieurs tableaux, maintenir des liens forts avec l'Europe pour le gaz, tout en s'appuyant sur la Chine pour certains grands projets industriels d'infrastructures. C'est un jeu d'équilibriste, clairement. Un jeu d'équilibriste qui s'étend aussi à l'agriculture dans le sud et même à la défense, si je comprends bien. Absolument. Les projets agricoles dans le Sahara qui visent à réduire la facture d'importation alimentaire qui est très lourde, ça relève de la même logique. La logique de souveraineté, d'utilisation des ressources nationales, l'eau, fossiles, l'espace. C'est un pari technologique et environnemental assez audacieux. Et puis le renforcement militaire qui est annoncé. Avec l'acquisition d'équipements modernes, le développement d'une industrie de défense locale, tout ça est présenté comme la garantie de cette autonomie stratégique. Protéger les frontières, les ressources, les routes d'approvisionnement, d'exportation. La doctrine affichée lie très intimement le développement économique et les capacités de défense. C'est une vision très statocentrée. Et intégrée. D'accord. Si on essaye de résumer alors, la carte mentale de cette Algérie de 2027, telle que la dessinent ses dirigeants, c'est quoi, Evelyne ? On voit une stratégie qui s'articule autour de plusieurs axes forts, je dirais. 1. Maximiser et sécuriser la rente hydrocarbures à court et moyen terme. Ça, c'est la base. 2. Utiliser cette rente pour financer une diversification accélérée vers l'industrie transformation, minière surtout, et l'agriculture stratégique. 3. Faire tout ça en préservant une souveraineté économique maximale. Donc, refus de la dette extérieure, priorité à l'investissement national. 4. Moderniser l'État via le numérique pour améliorer l'efficacité et, en théorie, la gouvernance. Et 5. Adosser le tout à une posture de défense renforcée pour protéger cette trajectoire. C'est un plan d'ensemble qui est cohérent dans sa logique interne, très axé sur l'autonomie, la puissance nationale. Cohérence sur le papier, oui, mais le papier, ça résiste pas toujours à l'épreuve du réel, hein. Entre cette vision très volontariste et la capacité d'exécution sur le terrain, il y a tout le poids des inerties, des pesanteurs bureaucratiques, des réseaux d'intérêts qui peuvent freiner ou détourner ses ambitions. Sans parler des chocs externes, économiques, géopolitiques, qui peuvent venir gripper la machine. La route vers 2027, elle semble quand même pavée d'obstacles assez redoutables, au-delà des discours un peu triomphalistes. L'exécution, oui, c'est le test ultime. C'est là que tout se joue. La capacité de l'État algérien à mobiliser efficacement ses ressources, à surmonter les résistances internes, à attirer et retenir les compétences qu'il faut, à gérer les défis logistiques, environnementaux énormes de certains projets.
Tout ça sera déterminant. La question fondamentale, au fond, c'est celle-ci. L'Algérie peut-elle vraiment forger un modèle de développement alternatif en Afrique ? Un modèle qui arriverait à concilier forte croissance, diversification réussie, souveraineté politique et économique affirmée, et tout ça en marge des schémas classiques de financement international. 2027, ça ne sera qu'un jalon, une étape pour mesurer les progrès ou les retards. La transformation, si elle aboutit, elle prendra bien plus de temps que ça. Si Alger parvient, même partiellement, à atteindre ses objectifs, réduire sa dépendance au pétrole, s'industrialiser sans passer sous les fourches caudines du FMI, affirmer son autonomie stratégique, quel précédent ça créerait? Quelle secousse pour les équilibres déjà fragiles au Maghreb en Méditerranée? Quelle leçon ou quel défi pour les relations traditionnelles entre l'Europe et l'Afrique? C'est une question qui, elle, restera ouverte bien après 2027 et qui mérite, je crois, toute notre attention.